Bonsoir chers téléspectateurs de 2EF TV, vous suivez le journal télévisé. Les titres de ce 10 septembre. 167 écoles viennent d'être fermées au Tchad sur décision gouvernementale pour non-respect des règlements en vigueur. Une situation particulièrement délicate pour les parents d'élèves en ce début de rentrée scolaire. En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire est effective depuis ce lundi 9 septembre. Le constat a été fait dans certains établissements. Nous y reviendrons en cours d'édition. La vente des panini pour désigner ces hamburgers africains fait l'objet de notre dossier entrepreneuriat du jour. Qu'est-ce que c'est? Comment fonctionne ce commerce? Gros plan en fin d'édition. En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire académique 2019-2020 était bel et bien effective ce lundi 9 septembre, aussi bien dans les établissements primaires que secondaires. Ce sont des milliers d'enfants qui ont commencé à prendre d'assaut les salles de classe, comme l'a constaté la télévision nationale ivoirienne. Lundi 9 septembre, jour de rentrée scolaire. Les élèves reprennent le chemin des classes, accompagnés pour certains de leurs parents, comme ici à l'école primaire publique Riviera Golf. Les parents d'élèves récupèrent la liste des fournitures et finalisent l'inscription de leurs enfants. C'est ma fille d'abord qui nous a réveillés depuis 6 h du matin, très impatiente de venir. Voilà, on a rempli les formalités qu'il faut. Et puis bon, on attend pour voir la suite, quoi. Tout se passe bien pour le moment. Nous sommes très contents de retrouver les enfants et de prendre contact aussi avec les parents pour leur donner des informations. Et cette liste, ça nous permet de connaître le nom de l'enfant pour nous permettre de remplir les dossiers administratifs. Pour ce premier jour de rentrée, les salles de classe sont bondées d'élèves. Pas de perte de temps, cet enseignant a même débuté les cours. À Nono Village, dans la commune de Cocody, les inspecteurs s'assurent de l'effectivité de la reprise. Notre déplacement en ce matin, c'est pour voir l'effectivité de la reprise. Nous sommes en tournée dans toutes les écoles de la circonscription. Dans le secondaire, les professeurs ont repris le service, comme ici au lycée moderne Adjamé Harris. Nous avons monté les couleurs. N'ont eu accès à l'établissement que les élèves qui sont inscrits avec leur billet d'entrée en classe. Et donc, depuis ce moment, les professeurs ont pris contact avec les élèves pour leur donner le nécessaire qu'ils doivent envoyer pour commencer le travail. Nous attendons un effectif total de 2400 élèves pour cette rentrée scolaire. En 6e, autour de 400 élèves et pour les classes de seconde, autour de 380 élèves. Même constat au lycée moderne Djedji Amondi Pierre. Dans cette classe de terminale, il y a cours de français. On a eu d'abord le professeur de maths qui est venu en première position, ensuite le professeur de philosophie. On voit que la reprise est bien. Toutes les listes de classes sont affichées, les élèves connaissent leur classe. Nous avons 134 professeurs. Les 134 professeurs sont venus ce matin. La rentrée scolaire 2019-2020 est effective à Abidjan. Au Tchad, la situation devient chaotique en ce début des rentrées des classes avec la décision du gouvernement de faire fermer 167 établissements scolaires pour non-respect des normes en vigueur. Selon les autorités, ces établissements ne respectent pas les critères requis en matière de contenu des programmes ou encore de dimensionnement des salles de classe. Un préjudice sérieux pour certains parents d'élèves qui avaient déjà procédé aux inscriptions de leurs enfants dans les établissements concernés. Les précisions avec nos confrères d'Africa 24. Au non-respect des normes scolaires, une décision qui fait suite au rapport de la mission de contrôle et de recensement du ministère de l'Éducation nationale. Mais la fermeture de ces écoles, à quelques jours de la rentrée scolaire, inquiète les parents d'élèves. Déjà là, les gens ont commencé les inscriptions, mais le gouvernement nous fait savoir, comprendre qu'il y a des écoles qui sont fermées. Il faut nous le dire à temps pour qu'on sache que voilà, telle école ne répond plus aux critères de l'enseignement pour nous permettre aujourd'hui de se situer. Selon la mission de contrôle, ces écoles fermées n'ont pas respecté les critères des plans cadastraux, les dimensions des salles de classe, les contenus des programmes d'enseignement et les manuels scolaires. Une situation qui pousse de milliers d'élèves à frapper à la porte des nouveaux établissements qui sont déjà presque saturés. Je dois vous avouer que c'est depuis début juillet que nous préparons la nouvelle rentrée. On est passé par les tests de recrutement des enseignants, tests de recrutement des élèves.
organisation sur le plan pédagogique de la rentrée. Bref, nous avions tout apprêté. Les établissements victimes de la décision du gouvernement ont entamé des démarches administratives auprès de la direction nationale en charge de l'enseignement privé et espèrent avoir des dérogations pour l'année en cours. Au titre de nos émissions maison, nous vous proposons aujourd'hui encore études supérieures en Inde pour ces personnes toujours en perspective d'orientation. Cité en plateau d'Emmanuel Djedji, regardez. Pourquoi avoir choisi l'Inde pour vos études? Aller en Inde, c'est une référence parce que l'Inde est la Silicon Valley des nouvelles technologies. Aujourd'hui, tout ce qui est informatique, tout ce qui est robotique, tout ce qui est aéronautique est plus, si vous voulez, convoité par ce pays. Et nous connaissons certaines personnes qui quittent d'ailleurs, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, pour pouvoir effectuer des études là-bas. Donc c'est un pays accueillant dans le domaine de la formation, surtout au niveau des nouvelles technologies. D'accord. Donc vous y êtes allé pour apprendre l'informatique, c'est bien cela? Aujourd'hui, malheureusement, quand nous entendons les nouvelles technologies, nous faisons croire que c'est forcément l'informatique. Non. Les nouvelles technologies sont diverses, puisque quand on dit nouvelles technologies, c'est accompagné de la communication et de l'information. Et donc tout ce qui concerne l'informatique, tout ce qui concerne le management, tout ce qui concerne le commerce, font partie des nouvelles technologies. Et au-delà de ça, je ne suis pas allé en Inde, particulièrement pour faire l'informatique. J'ai été plutôt admis dans le domaine du management. J'ai étudié l'administration des affaires. Après, j'ai étudié le marketing management. L'Inde nous permet aujourd'hui d'acquérir, si vous voulez, la connaissance. D'accord. Voilà, la connaissance. Donc voilà, c'est dans ce sens que nous avons voulu passer toute notre vie là-bas. On a voulu rester en temps réel. Eh bien, pourquoi choisir l'Inde et pas son pays? Pour ne pas être ingrat, je ne dirais pas pour mon pays, mais je dirais l'Inde a plusieurs qualités. Aujourd'hui, quand vous prenez la géopolitique de l'Inde, vous voyez ce mouvement qui est en train d'aller de l'avant. Vous voyez le pays en train de grandir. C'est réalisable, c'est visible. Donc, ça encourage d'ailleurs d'aller étudier là-bas parce qu'on se rend compte que tout le monde converge vers l'Inde de nos jours. Quand je dis tout le monde converge de nos jours, quand vous prenez les Européens, vous prenez les Américains du Nord et du Sud, la plupart d'eux font des études en Inde. 90% des employés de la NASA viennent de l'Inde. C'est quelque chose qui est très vérifiable. Voilà, donc comprenez que c'est un pays qui est en train de grandir, c'est un pays qui a une grande vision. Du coup, pourquoi ne pas aller dans ce pays, apprendre quelque chose et venir apporter un plus à notre pays. La 9e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique a refermé ses portes le 6 septembre dernier à Accra, au Ghana. Au terme de 4 jours d'échange du 3 au 6 septembre, les chefs d'État et des décideurs du continent ont convenu d'accentuer les efforts de digitalisation de l'agriculture africaine de sorte à booster les niveaux de production pour relever efficacement le défi de la sécurité alimentaire. Reportage Africa 24. Au Ghana, dans le cadre du Forum de la Révolution verte africaine du 3 au 6 septembre 2019 à Accra, 2000 riziculteurs de Accra Région cultivant sur 2800 hectares vont utiliser des drones pour rentabiliser leurs activités. Cette numérisation permettra d'accroître la productivité par hectare entre 20 et 50% selon des spécialistes. Les drones faciliteront entre autres l'irrigation, le traitement des rizières. This is long overdue. C'est l'aboutissement d'un long processus car depuis 1998, on voulait une technologie qui nous faciliterait nos tâches puisque travailler manuellement est pénible. Cette technologie est la bienvenue car à mon âge, j'en ai besoin pour au moins avoir un peu de repos puisque je suis vieux. Développé par le Centre de technologie pour l'agriculture et avec l'aide de l'Alliance pour une révolution verte africaine, ces drones sont utilisables également dans les champs de manioc, de maïs et bien d'autres. L'objectif est de toucher plus de 20 000 paysans ghanéens à l'horizon 2030 avec cette technologie.
Le défi pour nous ici au Ghana, c'est qu'il y a des petits agriculteurs cultivant de petites surfaces et qui sont nombreux. Il serait donc bénéfique d'encourager les gens à se regrouper en coopérative pour faciliter l'accessibilité financière des drones, mais aussi d'en tirer davantage profit. Troisième sur 43 pays que prend en compte le rapport 2018-2019 sur la numérisation de l'agriculture africaine. L'agriculture contribue en 2019 à 16,5% du produit intérieur brut du Ghana. La RDC pourrait très bientôt s'engager dans une série de réformes pour améliorer son climat des affaires, de sorte à stimuler sa politique de diversification de ses partenaires économiques. C'est ce que confiait le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi en marge de la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se déroulait du 28 au 30 août dernier à Yokohama au Japon. Le point avec la rédaction d'Africa News. Félix Tshisekedi souhaite imposer ses marques sur l'échiquier international et réaffirme sa volonté de diversifier les partenaires économiques de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais a reprécisé ses exigences économiques à Africa News en marge de la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Interrogé sur les priorités du nouveau gouvernement en termes d'amélioration du climat des affaires, M. Tshisekedi confie que la priorité sera l'encadrement des entreprises nationales. La première des choses, c'est déjà de respecter les lois qui sont en vigueur et ensuite de voir comment, dans quelle mesure on peut davantage prendre des mesures attrayantes et incitatives pour booster évidemment les entreprises congolaises à être davantage compétitives et des mesures d'encadrement pour que celles-ci, ces entreprises, puissent évoluer de manière à soutenir la concurrence. Lors de son passage au Japon, le président Tshisekedi a pu s'entretenir avec les milieux d'affaires, mais aussi avec le Premier ministre Shinzo Abe. La RDC voudrait, entre autres, être à nouveau éligible aux prêts concessionnels. Mais le pays compte surtout préparer ses hommes d'affaires à travailler avec les entreprises japonaises, alors que Tokyo mise davantage sur une coopération tournée vers les échanges économiques. Je ne vais ménager aucun effort pour encourager les entreprises congolaises à rencontrer beaucoup d'autres entreprises étrangères. Et ici, on parle du Japon. Il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau expérience, au niveau maîtrise des flux financiers et de la croissance même de l'activité économique. Donc c'est dans ce sens que je voudrais inscrire ces entreprises congolaises. Félix Tshisekedi est le premier président de la République démocratique du Congo à participer à une édition de la TICAD. Une participation qui s'explique par le besoin d'accroître la coopération avec le Japon, confie-t-on à Kinshasa. C'est toujours le statu quo pour les 13 000 passagers de la compagnie française Aigle Azur bloqués dans les différents aéroports de desserte de l'entreprise, 72 heures après l'arrêt complet des vols. Dans l'attente d'un déblocage définitif de la situation, un comité d'entreprise extraordinaire doit se réunir pour examiner les propositions d'offres de reprise de la deuxième compagnie aérienne française qui ploie sous une dette de plus de 40 millions d'euros. Euronews. Une lueur d'espoir pour les 1200 employés d'Aigle Azur. 3 jours après l'arrêt complet des vols de la deuxième compagnie aérienne française, plusieurs offres de reprise sont sur la table. Parmi les candidats potentiels évoqués par le secrétaire d'État au transport, Air France, le groupe du Breuil ou encore EasyJet. Mais tous ne sont pas intéressés par une reprise globale. Un comité d'entreprise extraordinaire doit examiner les offres cet après-midi. En redressement judiciaire, le spécialiste de la desserte de l'Algérie a annulé l'ensemble de ses vols vendredi et est dans l'incapacité de rembourser les clients. Tout au long du week-end, des passagers en quête d'une solution ont continué d'errer à l'aéroport d'Alger. Les quelques vols affrétés par Air France n'ont pas suffi à tous les rapatrier. Sur les 19 000 personnes concernées en France et à l'étranger, 13 000 attendent encore de trouver un avion, dont 11 000 sur des liaisons avec l'Algérie.
Les salariés de l'entreprise étaient justement hier devant le ministère des Transports à Paris pour exiger l'implication de l'État dans le sauvetage de leurs emplois. Tous étaient là pour dénoncer un drame social imminent pour de nombreuses familles. Aigle-Azur emploie quelques 1200 salariés. France 24. Ils se sont donné rendez-vous en uniforme devant le ministère des Transports. C'est une journée décisive pour les 1150 salariés d'Aigle-Azur. En attente d'un repreneur, ils sont venus nombreux ce matin pour exprimer leurs inquiétudes. Je ne pensais pas avoir fait mon dernier vol le lundi. Donc aujourd'hui, je suis avec la tristesse et de l'incompréhension. Un gros chagrin. On attend de savoir à quelle sauce on va être mangé, clairement. On a peur du résultat. Ce que je souhaite le plus, c'est que tout le monde soit repris, parce que c'est un drame social, ce qui arrive. Il ne faut pas négliger autant de personnes sur le carreau, c'est impensable. Depuis vendredi soir, tous les avions sont cloués au sol. La deuxième compagnie française, qui accumule près de 40 millions d'euros de dettes, a été placée en redressement judiciaire il y a une semaine. Résultat, 13 000 passagers attendent toujours une solution partout dans le monde. En Algérie, principale destination d'Aigle-Azur, mais aussi au Mali, au Portugal ou encore au Brésil. Une longue attente, comme à l'aéroport d'Alger, où les passagers s'impatientaient ce week-end. Ils nous ont tous dit qu'il faut aller à l'aéroport d'Alger pour pouvoir rentrer en France. Aujourd'hui, les guichets d'Aigle-Azur, ils sont fermés. Il n'y a personne qui nous écoute. Il n'y a personne qui peut répondre à nos questions. On ne sait pas si on sera remboursé pour le billet retour. Je trouve que c'est lamentable. Plusieurs compagnies proposent des tarifs réduits pour les voyageurs concernés. Pour l'Algérie, par exemple, 2 avions spéciaux sont affrétés par Air France aujourd'hui. Le groupe suisse de fabrication de métaux de construction Sika vient d'implanter une nouvelle usine au Cameroun. Cela fait déjà 2 ans que l'entreprise essaie de capter les potentialités du marché de la construction en pleine croissance dans la première économie d'Afrique centrale. En 2019, les prévisions de croissance pour le secteur s'établissent à 8,4%, des chiffres qui devraient globalement se maintenir à un rythme de 7,4% jusqu'en 2028. Les chiffres de la croissance sont en hausse en Somalie, selon la Banque mondiale, qui table sur une croissance de 2,9% en 2019 contre 2,8% l'an dernier. Des perspectives d'embellissement économique à mettre au compte des réformes engagées par les autorités de Mogadiscio en matière d'amélioration du climat des affaires. Autre performance saluée par l'institution de Bretton Woods, l'augmentation de 29% des recettes fiscales qui ont largement contribué à étoffer les finances publiques. La Banque mondiale recommande cependant au gouvernement somalien la mise en place d'un fonds d'appui pour mobiliser davantage les ressources de financement pour le secteur de l'éducation. La formation professionnelle est la question du jour. Posée au public abidjanais, nous vous laissons découvrir les avis avec Cédric Boga et Loïc Nguessan. Une formation professionnelle, c'est une formation, lorsqu'elle est faite, vous pouvez rentrer facilement dans le monde professionnel. Voilà, c'est-à-dire après avoir exercé cette formation, tu peux facilement intégrer une entreprise. Voilà. La formation professionnelle, selon moi, c'est le processus d'apprentissage qui permet à un individu d'acquérir une formation, une bonne formation, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être. Voilà, c'est ce que je peux dire. Pour moi, la formation professionnelle, c'est un processus qui sert à une tierce personne de rentrer facilement en entreprise. Voilà. À présent, nous vous proposons un élément sur la formation professionnelle afin de mieux saisir la portée de cette notion. La formation professionnelle est définie comme étant une formation permettant à un individu d'acquérir les connaissances spécifiques et le savoir-faire dont il a besoin pour exercer un métier. Elle est traditionnellement associée à l'apprentissage d'un métier basé sur la pratique et la maîtrise de la technique plutôt que sur la théorie et l'abstraction conceptuelle. La formation professionnelle peut donc s'adresser à un adolescent désireux de s'orienter vers un métier bien défini. Il s'agit d'une formation professionnelle qui se fait au sein des lycées professionnels ou lycées techniques ou encore de centres de formation d'apprentis.
Les élèves reçoivent en alternance des enseignements généraux et des enseignements technologiques ou professionnels relatifs au métier choisi. La formation professionnelle peut s'adresser également à un adulte qui souhaite approfondir ses connaissances, ses compétences ou ses aptitudes professionnelles, dans le but d'élever sa qualification et d'évoluer dans sa carrière ou de se réorienter vers une nouvelle activité professionnelle. Pour résumer, la formation professionnelle peut être distinguée en deux catégories. La formation professionnelle initiale qui englobe entre autres l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur et l'apprentissage concerne les jeunes gens sous statut scolaire, les universitaires inscrits à un enseignement supérieur professionnalisant et les apprentis. La formation professionnelle continue, quant à elle, qui concerne aussi bien les salariés que les demandeurs d'emploi. Ainsi, ses modalités d'accès varient selon le statut du demandeur. En effet, elle peut être décidée par l'employeur lorsqu'il souhaite maintenir les compétences ou à l'initiative d'un salarié, boosté par l'envie d'approfondir ses connaissances ou d'évoluer dans sa carrière et acquérir de nouvelles responsabilités. Nombreux sont les salariés qui optent pour une formation professionnelle continue en vue de se perfectionner et de se donner de nouveaux objectifs à atteindre. L'acquisition d'un diplôme est le but d'un cursus de longue durée de la formation initiale, alors que la formation continue favorise l'acquisition de connaissances pour parfaire une connaissance ou dans le but de réaliser une VAE, une validation des acquis de l'expérience. Dans les deux cas de figure, l'on se forme au final pour acquérir de nouveaux diplômes et qualifications. Allons à présent à la découverte d'un métier qui nourrit dans le sens large du terme. La vente de panini à Abidjan, c'est le dossier entrepreneuriat du jour. Destination Cocody, plus précisément dans le quartier des Deux Plateaux à Djan, à la rencontre des femmes exerçant dans le business de la vente d'hamburgers africains, communément appelés panini en Côte d'Ivoire. Ce petit bonheur apprécié par bien des consommateurs doit notamment son succès à la consistance de sa composition et son prix particulièrement abordable. Pour les femmes qui s'y adonnent, c'est un processus inévitable qui s'impose au quotidien. Tôt le matin, elles se font livrer le pain sucré, les œufs, l'huile et pour d'autres la sucrerie provenant d'endroits divers. Enfin, tout ce dont la clientèle peut avoir besoin. Chacune y va de son originalité. Toujours est-il qu'au final, c'est un vrai délice pour les consommateurs. Ici à midi, c'est vraiment pas aisé de pouvoir rencontrer, de pouvoir trouver des coins pour manger, tout ça. Donc ça permet de pouvoir venir puis manger tranquillement. Les prix sont abordables. C'est vraiment intéressant. Je peux conseiller même la population à venir partager ce plat. C'est intéressant. La vente de panini permet aussi de non seulement nous donner la nourriture vite fait et à emporter. Et voilà, il voit que c'est une bonne initiative. Bon, les prix sont abordables parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas assez d'argent, qui n'ont pas les moyens de payer shawarma par des shawarma de 2000, mais ici, les panini sont vendus à un an de 500, même de 300 francs. Donc, il voit que la dame aussi, elle a pensé à nous, la population. À l'ouverture de chaque rentrée scolaire, ces restauratrices se frottent les mains. Ce sont généralement des périodes d'affluence. Le panini étant l'un des recours alimentaires privilégiés des élèves et étudiants. Les assortiments, il y en a de toutes sortes. Les commerçantes y mettent de la créativité, toute une gamme de produits pour offrir à la clientèle une large possibilité de choix. Certes, l'activité est opportune, mais pour les actrices du secteur, la rentabilité est assez fluctuante, tout de même assez stable. Et déjà pour une activité génératrice de revenus, c'est un domaine pertinent à explorer. Bien qu'absorbant de plus en plus d'entrepreneuses, le business de panini continue de croupir dans l'informel, sans encadrement adéquat, loin des sphères de financement des établissements bancaires et encore ignoré des structures gouvernementales. Il est clair qu'en apportant du renfort structurel et financier à ce secteur, c'est un pas important qui pourrait être franchi dans la lutte contre la pauvreté. Et maintenant, on regarde sur les taux de change du franc CFA dans la zone UEMOA.
C'était tout pour le journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur 2EF TV.